Bien, bonsoir, merci. Enfin, bon, c'est un peu théâtral comme arrivée, mais c'est bon. Voilà, c'est peut-être la tradition du lieu qui veut ça. Toujours est-il que merci pour cette invitation, merci de pouvoir parler dans cette magnifique salle. J'ai un micro, mais peut-être que la voix pourrait porter tellement l'acoustique est bonne. Donc, mais ceci dit, il faut se plier aux règles de la conférence. Et ce soir, j'ai choisi un thème qui est un thème que différents projets, depuis fort longtemps, développent de façon consciente ou inconsciente. C'est la relation de l'architecture avec le paysage et plus précisément la relation de l'architecture avec son absence, avec le vide et d'une certaine façon avec sa disparition. Et donc, je vais retracer, si je puis dire, ou relire un certain nombre de projets au travers de cette perception, qui est une perception qui ouvre des territoires et des attitudes aussi, qui sont certainement des solutions, des réponses, mais aussi des moyens pour développer, régénérer et intensifier en particulier les villes et les métropoles. Commençons par la bibliothèque. La bibliothèque dont je ne vais pas évidemment vous faire la description. Excusez-moi, c'était la première image, mais je vais revenir à la bibliothèque tout à l'heure. Donc commençons plutôt par un tout petit projet, une petite installation qui se trouve dans le parc du Louisiana, le musée de Copenhague. C'est une installation qui est sur le thème, évidemment, de l'architecture, mais en particulier de la maison. Et c'est un travail qui, pour moi, est très important du point de vue symbolique et du point de vue aussi de ce qu'il transporte, si je puis dire, en termes de sens. C'est la question de la présence ou de l'absence de cette architecture, c'est-à-dire la présence ou de l'absence du mur, comme on peut le voir ici, présent ou absent, c'est-à-dire ce qui va constituer finalement la limite physique et aussi la limite d'une certaine façon autoritaire de l'architecture lorsqu'elle va marquer, lorsqu'elle va écrire, lorsqu'elle va bâtir les lieux. Et cette question du mur est pour moi un élément, je dirais, permanent de réflexion, de critique et d'insatisfaction d'une certaine façon par rapport à l'acte architectural. Comment peut-on arriver à se protéger, c'est-à-dire à offrir la protection, et ça c'est le devoir premier de l'architecture, sans pour autant séparer. Et le mur a cette ambivalence et par moments cette violence de protéger certainement, mais surtout de séparer. Et donc, comment arriver à mettre en place des systèmes de perception, des systèmes de relations entre les lieux, entre les choses, entre les êtres évidemment, sans qu'il y ait ce système de filtres et de séquences qui fait passer d'un lieu à l'autre de façon brutale. On est dehors, on est dedans, on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, de façon assez binaire, assez manichéenne, et finalement qui n'est pas très contemporaine, ou tout au moins qui pour moi est en fait plutôt un travail classique, c'est-à-dire un travail de narration, alors qu'on pourrait penser plutôt à développer un travail de fusion, c'est-à-dire être là en même temps qu'on peut être ailleurs, ce que nous offre aujourd'hui évidemment l'ensemble du réseau social et l'ensemble du système des réseaux de par le monde. La bibliothèque, c'est donc un bâtiment qui à l'époque évidemment avait, je ne l'aurais pas présenté de la même façon, mais avec le recul, le cœur de la bibliothèque, c'est en fait ce vide qui a été souvent perçu comme une absence de bâtiment, et ceci est absolument juste, mais c'est surtout en fait finalement la résonance de ce qui a été construit dans le sol, c'est-à-dire que les 4 tours qui ont été considérées par la presse d'une façon
globale comme 4 livres, ce qui n'est pas entièrement faux, mais qui n'est malheureusement ou heureusement pas entièrement vrai, ces 4 angles, ces 4 tours d'angle, finalement, définissent un volume qui est incrusté dans le sol, et c'est l'incrustation de ce volume dans le sol, donc d'une certaine façon la disparition de la présence de ce bâtiment, qui est un monstre en fait, puisqu'il est à peu près équivalent à 3 fois le volume du centre Georges Pompidou, c'est-à-dire que c'est un bâtiment gigantesque. Comment arriver à introduire dans la ville sans briser, sans séparer, sans condamner en fait le développement urbain, un bâtiment d'une telle dimension? Eh bien, on peut imaginer que c'est justement en travaillant dans cette relation entre ce qui est en superstructure, qui est au-dessus du sol, et ce qui est en infrastructure, c'est-à-dire qui se trouve incrusté dans le sol. Et le travail de la bibliothèque, c'est ça, c'est-à-dire arriver à gérer sans mur, sans grille, sans péristyle, sans limite, sans ceinture, un espace public extérieur avec un espace intérieur, qui est l'espace privé, qui est l'espace de lecture, qui est l'espace qui se trouve autour du jardin. C'est donc un travail sur le vide, sur la matérialisation de ce vide, la qualification de ce vide, sur le fait que le vide n'est pas rien, le vide n'est pas un mot creux, le vide n'est pas non plus synonyme d'angoisse et de néant, le vide est un matériau constitutif de notre monde, de ce que nous percevons, et évidemment, c'est ce vide qui donne tout son sens à l'architecture, et réciproquement, ils sont tous les deux complètement indissociables. Donc nous avons là ce grand vide qui est à l'époque quand même une idée assez, qui pouvait paraître assez absurde, c'est-à-dire pourquoi aller construire un grand vide au milieu d'une friche industrielle qui se trouve pour initier un nouveau quartier. En fait, le vide de la bibliothèque, le vide originel de la bibliothèque, c'est la fondation du quartier, c'est ce qui a permis, durant les 20 dernières années, au quartier de se développer autour. C'est-à-dire que le deal qui avait été établi entre le président de la République, François Mitterrand, et le maire de Paris, Jacques Chirac, est un deal qui était un deal de développement de la capitale, un deal aussi de mise en place d'une nouvelle bibliothèque nationale, ce qui intéressait l'État, mais aussi l'idée de développer, grâce à l'incrustation, d'une certaine façon, de ce nouveau monument, de ce nouvel ensemble culturel, de développer un quartier et de développer toute une partie de Paris non négligeable, parce que le quartier que l'on appelle Seine, la partie de la Seine rive gauche, est en fait un quartier qui, à l'époque, était non urbanisé, recouvert uniquement de voies ferrées et qui se développait de la gare d'Austerlitz jusqu'au boulevard périphérique, c'est-à-dire plus de 2,5 km de bord de Seine. Donc il y a la conquête au travers d'un grand bâtiment. Ce bâtiment, il va effectivement fonder le développement du quartier, mais sans l'endiguer, sans le contrarier, sans créer finalement une obstruction à son développement. Et aujourd'hui, ce vide qui paraissait absurde au milieu d'un autre vide est en fait le seul vide qui apparaît comme étant le cœur même de ce nouveau quartier, c'est-à-dire un grand espace public avec en son cœur le jardin de la bibliothèque, et l'ensemble, évidemment, est devenu encore plus lisible, compréhensible et, relié avec cette passerelle qui a été réalisée et qui va mettre en relation le parc qui se trouve sur la rive droite, le parc de Bercy, avec l'esplanade de la bibliothèque, c'est-à-dire une dizaine d'hectares, peut-être même un peu plus, d'espace public à l'est de Paris qui forment comme une clavette, comme une espèce de lien entre ces deux territoires pour permettre un développement qui est aujourd'hui certainement un des développements les plus intéressants de la capitale. C'est certainement le quartier autour de la bibliothèque qui est le plus européen, ou tout au moins que l'on peut comprendre comme tel. Autre projet que l'on réalise juste dans la foulée de la bibliothèque. Ici, le vide, ou plus exactement la nature, ne se trouve pas prise
au cœur de l'architecture, mais plutôt c'est l'architecture qui va être incrustée dans cette nature. Nous sommes, après la chute du mur, dans une Allemagne qui est évidemment à un enthousiasme nouveau et qui également vise des manifestations internationales. Berlin est ville candidate pour l'an 2000 à l'époque, et dans cette candidature, il y a le projet de réaliser un vélodrome et une piscine olympique. Nous sommes à l'est de Berlin. Nous sommes donc dans ce lien, vous le voyez ici, entre à gauche les blocs d'habitat berlinois et à droite le début des dizaines et des dizaines de kilomètres de bars et de quelques tours qui conduisent directement vers Moscou. Il y a donc là des tissus et des modes de vie qui sont différents et qui vont, au travers de la réunification, trouver évidemment d'autres sens et d'autres synergies. L'idée est donc de construire effectivement ces deux grands volumes, ces deux grandes halles de sport, à peu près 800 000 mètres cubes, c'est-à-dire que ce sont des volumes très importants, mais de ne pas les réaliser au-dessus du sol, mais plutôt de les incruster dans le sol, position non seulement esthétique, mais aussi position politique, puisque on fait écho au stade qui a été construit à Berlin pour les Jeux de 1936 au moment du pouvoir nazi. Et donc on est là dans une position qui est une position comme quoi l'architecture peut échapper d'une certaine façon à des jeux de pouvoir, en particulier pour ces grandes halles sportives qui sont récupérées par la politique, récupérées par le pouvoir, récupérées par la violence la plupart du temps. Et donc il y a là aussi un dispositif qui est un dispositif de disparition et d'apparition du paysage, à contrario de bâtir, encore une fois, des murs et des enceintes pour protéger l'architecture d'elle-même ou d'autres fléaux environnants. Il y a donc cette idée d'offrir, en fait, au travers de cette commande publique, puisque ce sont des bâtiments financés par les citoyens, par leurs impôts, donc au travers de cette commande publique, aussi bien pour la bibliothèque que pour ici le vélodrome ou la piscine olympique ou pour d'autres projets que l'on va voir, il y a aussi l'idée pour le citoyen de retrouver ce qu'il a investi au travers des taxes et au travers des impôts. Donc un espace public offert, un espace public ouvert. On n'est pas obligé de payer pour entrer dans ces équipements. On peut profiter de ce qu'ils offrent comme espace extérieur, comme lieu urbain. C'est en fait cette espèce d'échange, d'une certaine façon, citoyen, on pourrait le qualifier, dans lequel vont s'inscrire ces grands équipements culturels, sportifs ou autres, c'est-à-dire comment ces bâtiments ont cette capacité à rendre à l'urbain au travers de l'architecture, ce qu'il y a été investi. Et ça, c'est un élément que je pense qui est évidemment un élément politique, mais un élément aussi du point de vue spatial et du point de vue de l'organisation de ces grands équipements, et quelque chose qui est important, je dirais même central, dans la requalification et dans la transformation de la métropole. C'est-à-dire le statut d'espace public ne peut pas se réduire à la définition de la rue, de la place, du square ou de l'esplanade. Aujourd'hui, l'espace public est un lieu qui est plus dilué, qui est plus complexe. Je dirais même qu'il a, d'une certaine façon, relativement perdu son statut, et le travail que l'on peut développer en termes de recherche urbaine sur les questions métropolitaines devrait, enfin, c'est ce que j'espère, et on essaye de s'y accrocher, devrait mettre en place, ou tout au moins mettre en perspective et en usage des nouveaux statuts et des nouveaux modes d'utilisation des espaces publics dans la métropole, en introduisant des complexités qui ne sont pas, je dirais, connues dans la ville historique. Un exemple également de
du comportement, d'une certaine façon, de l'architecture par rapport à la question du poids. C'est un sujet permanent. Comment arriver à se libérer du poids de l'architecture? L'architecture est quelque chose qui se fabrique lentement, qui est lourd, qui est cher, qui est immobile, qui ne se déplace pas. C'est donc un élément qui est très encombrant. Tout ce qui, de mon point de vue, permet une dématérialisation, une modification de la perception, un travail de phénoménologie d'une certaine façon, est quelque chose qui va toucher les sens et donc l'émotion de celui qui va vivre le lieu. Par exemple, ici, vous avez dans le vélodrome et dans la piscine des charpentes qui sont très importantes. Elles représentent à peu près, à toutes les deux, l'équivalent du poids de la Tour Eiffel à Paris. Ce sont donc des masses d'acier énormes. Et le fait de ne pas les avoir traitées comme des charpentes, mais plutôt comme des volumes purs. Ici, nous avons un disque qui est horizontal sur sa surface et également horizontal sous sa sous-face. On a le sentiment que cette charpente flotte au-dessus du vélodrome et on n'a pas du tout le sentiment d'avoir un poids, d'avoir un toit, mais d'avoir plutôt une structure complètement dynamique, en apesanteur, qui s'abstrait de la statique et des conditions, d'une certaine façon, de la mécanique de ces charpentes. Cette notion d'échapper à l'immobilisme, d'échapper au poids, d'échapper à une forme, comme je le disais tout à l'heure, d'autorité de la présence de l'architecture au travers des murs ou de sa carnation en termes de construction que l'on appelle bâtiment, est toujours quelque chose de jubilatoire et quelque chose qui nous transporte vers d'autres modes, d'abord de perception, mais aussi vers d'autres usages. En effet, si nous arrivions à donner vie à nos architectures et que ces architectures puissent être sensibles au changement du temps, au changement des époques, etc., elles seraient évidemment dans une relation beaucoup plus aimable et beaucoup plus intime avec les populations qui les utilisent ou qui les fréquentent. Exemple ici sur la question de la conservation, entre autres, d'une espèce de maison, enfin d'un manoir. Vous allez voir, le manoir n'est pas extraordinaire, mais moi je trouvais que ce qui était très intéressant, c'est que le manoir existait et que donc dans ce cadre de transformation de cette grande maison bourgeoise qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye, donc dans la banlieue ouest de Paris, eh bien, la transformation de cette grande maison bourgeoise en petit centre de conférence était un sujet tout à fait passionnant, c'est-à-dire comment arriver à capitaliser d'une certaine façon le réel, ce qui existe, une situation que l'on peut trouver plus ou moins intéressante, comment arriver à capitaliser ce réel, la présence finalement d'un patrimoine d'une certaine façon, comment arriver à le capitaliser tout en transformant l'usage. Voilà un thème c'est un projet que l'on a réalisé il y a presque une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est un thème qui est évidemment le thème des 20 ou 50 prochaines années, c'est-à-dire la relation de l'architecture contemporaine avec le patrimoine. L'Europe est extrêmement riche de patrimoine. L'Europe, je dirais, c'est même le patrimoine de la planète. Et de ce point de vue-là, c'est notre trésor. Le problème, c'est qu'il y a tellement de patrimoine et nous avons de moins en moins d'argent. Et donc, nous n'arrivons pas à conserver ce patrimoine, à l'entretenir, à le faire vivre. Il faut donc que de nouveaux usages, un nouveau type de relation avec ce patrimoine se développe afin que l'on puisse transformer nos villes européennes en des métropoles qui fonctionnent au regard du développement des autres métropoles sur la planète. Un exemple ici, donc assez daté, mais qui fonctionne bien, c'est-à-dire
comment arriver à mettre en place un auditorium, cafétéria, etc., transformer les salles ou les chambres dans les étages en salles de réunion, tout ceci dans un parc plutôt sympathique, avec une maison, comme vous le voyez, qui n'est pas extraordinaire du point de vue de son design, et certains diraient de son style, mais qui, encore une fois, est là, bien plantée, au milieu d'un paysage. Et l'idée, c'est en fait de réaliser une excavation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de construire sous la maison l'ensemble des équipements qui vont offrir et répondre aux besoins de ce petit centre de conférence, recouvrir le tout d'un disque de verre, et on a donc l'illusion d'un plan d'eau et la mise en valeur, d'une certaine façon, ou même la renaissance de ce bâtiment au travers donc de cette surface vitrée, qui évidemment apporte de la lumière en partie basse et qui reflète les mouvements du ciel et les couleurs du temps. Même stratégie, vous allez le voir de façon plus importante et plus récente, ici à Nantes, au cœur de la ville de Nantes, il y a un bâtiment, ou plus exactement même une grande parcelle avec un jardin, qui s'appelle le musée d'Aubray. Et la ville de Nantes et le Conseil général ont lancé un concours pour transformer le musée d'Aubray en musée d'archéologie. Sur cette parcelle, en fait, il y a 3 bâtiments, un manoir du XVe siècle, un bâtiment assez éclectique, construit par l'armateur d'Aubray, fin 19e, et puis ici, un bâtiment des années 70 que l'on a complètement reformaté pour qu'il soit, d'abord pour qu'il n'y ait plus d'amiante, entre autres, mais aussi pour qu'il soit cohérent par rapport à aux normes actuelles en ce qui concerne la partie de conservation, restauration du musée. Donc un musée d'archéologie, un musée qui offre en termes de qualité un lieu de verdure, un petit parc, un square, un jardin au cœur d'un quartier très dense de la ville, en centre-ville. Et dans ce jardin, il y a donc ces 3 bâtiments que je viens de décrire. Le programme, si on le suit à la lettre, en fait, consistait à créer l'extension du musée sur la partie nord, donc un volume à peu près de cette dimension, que l'on pouvait évidemment connecter aux bâtiments existants. L'idée, c'est plutôt que de construire en hauteur, c'est de créer, en fait, quoi de plus naturel d'ailleurs pour un musée d'archéologie, de créer une fouille, c'est-à-dire un niveau ici inférieur qui va en fait relier aussi bien le bâtiment 19e que le manoir du 15e et que le bâtiment des années 70. Et donc, ce travail à l'horizontale, voilà la situation du jardin aujourd'hui, voilà le projet du musée, où l'on a donc un travail de topographie. On le retrouvera dans d'autres projets de façon beaucoup plus, démonstrative. Mais ici, nous avons un travail de topographie qui permet de s'appuyer sur ce qui existe, avec les reliefs du jardin existant, d'incruster les réserves ici, de relier sous cette partie verte du jardin le bâtiment de l'administration et de la conservation, de transformer le manoir en bibliothèque, évidemment de développer dans tous les étages de cette bâtisse 19e le musée, et sous ce plan d'eau, d'avoir donc l'espace d'accueil du public et aussi un travail d'ambiguïté. On peut marcher sur ce plan d'eau ici, on peut avoir un patio qui va amener de la lumière naturelle dans la salle d'entrée du musée, mais aussi on peut avoir une surface d'eau différente, ou plus exactement une verrière ici, qui va encore créer d'autres reflets. Donc un travail de transformation, un peu de mise en lumière au sens propre comme au figuré de ce site, tout en conservant l'entrée que vous voyez ici du musée actuel, mais en faisant un travail là aussi sur l'espace public, sur la rue, une rue que l'on va partager en 2, une partie de desserte pour les riverains, donc une partie voiture, et puis une autre partie piéton qui va permettre de descendre en pente douce et d'entrer de plein pied dans le musée, comme ceci, en lieu et place de l'entrée existante.
et puis d'aller comme ça dans la perspective sous ce jardin, sous cette surface d'eau, avec donc les salles pour les expositions temporaires que l'on voit ici, avec les cheminements au-dessus. Et donc, finalement, on vient un peu comme une opération un peu de chirurgie entre l'épiderme et le derme, on vient introduire un élément qui va donner en fait du sens, du lien et aussi de la découverte à cet ensemble de bâtiments et à ce jardin, tout en le protégeant, puisque évidemment il n'y a pas de nouveaux bâtiments visibles dans ce parc. Projet ici en Corée, et vous verrez que nous avons 2 expériences en Corée fortes. Celle-ci n'a pas été réalisée, c'est un projet que l'on a étudié dans le sud de la Corée. Nous nous trouvons dans une ville qui est majoritairement la ville des pétroliers coréens. Il y a des grandes raffineries que l'on ne voit pas, qui se trouvent sur la gauche de l'image. Et donc les pétroliers coréens, pour se racheter une virginité, investissent beaucoup dans, bien sûr, des actions sociales sur cette ville, mais aussi des actions culturelles. Et donc, ils voulaient réaliser un ensemble auditorium, musée, sur ce flanc de colline, et également sur cette île. Et donc, nous avons imaginé, en fait, d'introduire, d'incruster cet ensemble culturel dans la montagne, puisque ce sont des salles de concert, auditoriums et galeries, et de créer ce grand escalier qui va nous permettre d'accéder aux différents niveaux de l'équipement culturel, et également d'utiliser ce grand escalier comme un support pour des expositions extérieures de sculptures ou autres installations, avec également le prolongement donc, de cette rivière, d'une certaine façon, de cette cascade de verre, le prolongement de cet élément architectural vers cette promenade qui forme un peu comme un petit pont et qui va relier l'île sur laquelle on va trouver des ateliers d'artistes et un autre lieu d'exposition qui lui s'ouvre complètement sur le panorama de la mer Jaune. On a donc, et vous le voyez ici, incrusté dans le sol des volumes avec relativement peu de lumière. La lumière est introduite par ce grand escalier et les failles qui se trouvent le long de l'escalier. Mais l'idée étant on a cherché à ne pas perturber en fait la topographie, ne pas perturber le paysage. Voilà les vues que l'on peut avoir à partir de cet escalier, avec des endroits évidemment pour s'arrêter, pour se promener. Et tout ceci fait partie d'un parcours qui permet de monter également jusqu'à un petit temple qui se trouve en haut de la colline. Donc on peut aller de l'île jusqu'au sommet de la colline en traversant ces promenades, en rencontrant effectivement ces expositions, mais aussi en pouvant assister à des concerts ou autres manifestations. Donc il y a là, vous voyez, c'est quand même relativement important, ce n'est pas une petite salle de concert, c'est vraiment un équipement de grande qualité et d'importance en capacité. Et tout ceci dans une démonstration, on le voit ici avec ce travail du relief aussi, de l'accompagnement de cette architecture inscrite dans le sol, incrustée dans le sol, la démonstration que l'on peut donc, d'une certaine façon, utiliser l'ampleur et la beauté et l'ouverture du paysage au profit donc de ces bâtiments, sans pour autant construire des émergences ou autres volumes qui sont dans une logique urbaine, alors que là, on se trouvait tout à fait dans un système, comme vous l'avez vu, de paysage naturel. Autre projet qui, lui aussi, est un projet toujours dans ce thème d'apparition
et de disparition, de présence et d'absence. Ici, un concours international qui a été qui a fait l'objet donc d'une réalisation par Peter Eisenman, qui a gagné le concours. Un concours assez étrange, enfin plus ou moins étrange. C'était il y a peut-être une petite dizaine d'années, à un moment où l'Espagne était d'un enthousiasme extraordinaire. C'était pour les architectes du monde entier, mais en particulier pour les architectes européens, le nouvel Eldorado de l'architecture. Des dizaines et des dizaines de bâtiments totalement passionnants et incroyables ont été construits en Espagne. Et la ville de Santiago de Compostelle, que vous avez ici à droite, qui n'est pas une grande ville, mais qui évidemment a une très grande cathédrale, comme vous le savez, qui se trouve ici, eh bien, la ville de Santiago de Compostelle s'est entichée d'un programme assez mégalomaniaque dans lequel elle voulait accueillir un espace philharmonique, opéra, des galeries d'art, des bibliothèques, enfin tout ce que le culturel peut produire, et rassembler l'ensemble de ces fonctions culturelles dans ce qu'ils ont appelé la Cité de la Culture. Et elles ont très curieusement positionné cette Cité de la Culture en dehors de la ville, sur cette colline, qui est un endroit qui n'a pratiquement aucun intérêt et qui est complètement, disjoint de la structure urbaine de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, ce que j'ai pensé, c'est que quelle que soit la qualité du programme, l'ampleur du programme, jamais la cité cette cité des arts n'arriverait à avoir une présence, une force, une consistance suffisante pour être dans un dialogue architectural, urbain et patrimonial avec la ville historique de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'où l'idée d'utiliser la colline comme en fait la façade de ce bâtiment et d'incruster dans la colline ce grand prisme de verre. C'est un prisme important, à peu près 80 mètres de haut, une trentaine de mètres émergents et peut-être une cinquantaine de mètres dans le sol, une centaine de mètres de long. Donc c'est vraiment un instrument d'optique. Ce n'est pas la pyramide du Louvre, c'est-à-dire on n'entre pas dans le prisme. Ce prisme est un instrument d'optique qui va introduire la lumière naturelle au cœur de la colline. Autour de ce prisme vont se développer les différentes fonctions. On voit très bien ici l'entrée de la Cité des Arts, qui est tout à fait autre chose, qui est une scarification dans la colline et qui est complètement disjointe en fait du système d'apport de la lumière naturelle. Et donc on a imaginé ce grand volume avec à l'intérieur des miroirs et des écrans, c'est-à-dire un élément qui va être capteur et aussi diffuseur d'images réelles, puisque lorsqu'on se trouve ici, on aura des vues du ciel qui se trouve une centaine de mètres au-dessus ou 80 mètres au-dessus, mais on aura aussi des images virtuelles qui mélangeront justement cette physicalité de l'extérieur et cette immatérialité de l'information à l'intérieur. Donc un travail très manifeste au sens de la radicalité du projet, avec là aussi une farouche volonté d'utiliser le site comme un matériau, d'utiliser la nature comme un matériau, c'est-à-dire comme du béton, comme de l'acier, comme du verre, une nature sur laquelle on va intervenir, qu'on va manipuler, qu'on va déplacer, que l'on va reconstruire, une nature qui n'est plus naturelle, qui est d'une certaine façon artificielle, mais je crois que c'est aujourd'hui la réalité de la nature sur la planète, dans la mesure où nous connaissons toute la surface de la planète. Il n'y a plus d'espace sur la planète qui feront l'objet de découvertes. Il n'y a plus, l'humanité n'est plus pionnière, elle connaît tout de son environnement, elle vit dans un espace fini, et donc le fait de ne plus pouvoir découvrir de nouveaux territoires sur la planète est quelque chose qui modifie complètement, évidemment, la perception que l'humanité a de son environnement, aussi bien pour le protéger, mais aussi pour l'intensifier, pour le faire vivre différemment,
pour aussi apporter des réponses à une population planétaire qui ne fait que croître et embellir. Il y a donc un rapport à la nature qui n'est plus un rapport romantique, ou tout au moins c'est ma position, mais un rapport qui est un rapport de conscience, et donc c'est un rapport intellectuel avec une nature qui a une dimension artificielle, puisque à partir du moment où l'homme touche quelque chose, il a plutôt en général tendance à le détruire du point de vue des statistiques, et de toute façon, le fait de l'avoir touché, il n'y a plus de pureté, la nature n'étant plus vierge, elle est donc artificielle, et le fait de considérer qu'elle est artificielle et que c'est donc un élément d'architecture, donc on peut le construire, donc on peut l'entretenir, donc on peut le protéger, etc., etc. Et donc vous voyez que là, il y a un développement du point de vue de l'écologie, qui est un développement qui n'a rien à voir avec la naïveté de la relation que l'on peut avoir avec la nature, ce que j'appelle cette espèce de romantisme béat, mais il y a là plutôt, au contraire, une vraie relation physique de conscience, encore une fois, mais aussi de dimension et de perception avec notre environnement. Ici, projet à Cordoba, la grande barre que vous voyez est un projet de Rem Koolhaas qui, je pense, ne sera pas réalisé. Enfin, toujours est-il, aujourd'hui, il ne l'est pas. C'est un centre de conférences et de congrès. Et nous avons travaillé sur un projet juste à côté, qui se trouve ici, qui est un musée qui est à moitié, je dirais, au-dessus du sol et en dessous du sol. Et en fait, le plan est un plan rectangulaire, vous allez voir. Et on a en fait opéré un double mouvement, un mouvement d'inflexion dans le sol, à partir de la diagonale. On a donc enfoncé le sol suivant ces deux triangles, et par un mouvement presque opposé, on a soulevé à peu près de la même façon l'autre partie de ce rectangle, le long de la diagonale, pour créer une toiture qui est en fait un escalier, ou plus exactement un amphithéâtre, un système de gradins qui va créer de l'ombre, une protection pour les salles du musée en dessous, et qui va surtout créer également un lieu d'exposition public ouvert avec des vues absolument imprenables sur le Guadalquivir qui tourne autour de ce site, comme vous l'avez vu dans les précédentes photos. Donc avec des mouvements qui sont des mouvements extrêmement simples, assez doux, puisqu'on ne monte pas très haut, on ne descend pas très bas. C'est vraiment un travail sur la peau, si je puis dire, du sol. Eh bien, on va pouvoir créer des lieux qui sont des lieux de douceur, où il y a une douceur, où il y a une espèce d'élégance, d'une fluidité, et en même temps des lieux qui sont sans rupture avec leur environnement, qui le prolongent, qui renvoient au paysage autour des perceptions jusqu'alors inconnues, et donc qui vont intensifier de par cet échange la relation entre ce nouveau bâtiment, un site existant, et un développement futur, puisqu'il y a évidemment transformation, et qui dit transformation dit ouverture sur le futur et regard sur le futur. Projet important, qui est un projet qui est plus complexe d'une certaine façon sur la question de la présence ou de l'absence, qui est le projet que nous avons proposé au moment du concours que Tadao Ando a gagné pour la Fondation Pinault sur l'île Seguin. Et là, il y a un travail qui est un travail de reconstitution d'un volume, ou plus exactement d'un relief de l'île, au travers ou grâce à l'architecture, suivant une stratégie qui est une stratégie, je dirais, presque un peu Arte Povera d'une certaine façon, avec donc la mise en place de boîtes. Chaque boîte correspond à une fonction. Ces boîtes se superposent les unes aux autres de façon à avoir des connexions et des liens fonctionnels entre elles. Elles constituent un musée important, et l'ensemble est drapé dans un tissu métallique qui va créer une enveloppe qui par moments a une présence, à d'autres moments une absence. Et cette enveloppe va créer surtout un entre-deux entre ces boîtes construites et
le paysage de la Seine et les collines de Meudon autour. Référence, c'est juste un clin d'œil, parce que cette photo a été prise en face de chez François Pinault, rue de Tournon, et ça évoque assez bien, d'une certaine façon, la sensualité, tout au moins ce que l'on a cherché à mettre en place entre cette virginité et en même temps cette carnation du corps qui est représentée par cette robe. Le travail du tissu métallique n'est pas un travail nouveau, ça vous le savez. On l'a commencé avec la bibliothèque, on l'a développé depuis toujours, on continue encore à le développer dans tous les projets pratiquement, de façon plus ou moins importante. Mais ici, c'était un moment de rupture, ou plus exactement un moment d'évolution, puisque ces tissus métalliques sont réalisés par une entreprise allemande qui s'appelle GKD, qui se trouve pas loin de Aix-la-Chapelle. Et cette entreprise allemande, comme tout bon industriel, cherchait à faire des produits extrêmement rigides, d'une solidité exemplaire, avec une précision parfaite. Ce qui ne nous intéressait pas exactement, nous cherchions des produits qui effectivement étaient des produits qui avaient une vraie solidité, mais en termes de pérennité, mais des produits avec lesquels on pouvait avoir des relations tactiles ou bien des relations de transformation, enfin, ou tout au moins d'adaptation de forme. Et c'est donc le projet Pinault qui nous a permis d'engager cette recherche avec les industriels pour tisser des tissus qui ne sont plus rigides mais qui sont souples. Et donc vous avez ici un exemple de tissu métallique où on mixe différents matériaux de façon à ce que le tissu soit plus léger, tout en étant extrêmement résistant. C'est un matériau d'architecture, ce n'est pas un élément de décoration. On peut tirer sur ce tissu, il y a des câbles, on peut le suspendre, on peut l'utiliser vraiment comme un élément de construction. Et donc le fait de mélanger par exemple des fils de téflon, par exemple, nous permet d'avoir des structures tout à fait inusables, mais en même temps extrêmement souples. Et donc, l'idée étant de faire un travail, je ne sais pas si vous avez déjà vu les expositions de Frank Gehry, en particulier une qui a eu lieu au musée Guggenheim, très évidemment passionnante, où Frank Gehry travaille à partir du programme. Il transforme chaque élément du programme en boîte, donc il y a un volume, et après ces boîtes, il va les assembler, et il va faire un travail, je dirais, extrêmement narratif de passage d'un volume à un autre. Il va petit à petit par rapport à des formes de référence. Enfin, vous connaissez tous, c'est un peu cette espèce de forme de départ. Il va donc relier les éléments entre eux, mais physiquement. Ici, on est dans la même logique, si je puis dire, dans le même processus, mais avec un travail qui est complètement abstrait. C'est absolument pas narratif. On a effectivement des fonctions qui sont transformées en volumes. Ces volumes, comme je le disais tout à l'heure, vont s'empiler les uns sur les autres et se mettre en place par rapport à une géographie pour reconstituer le volume de l'île disparue. Et c'est en fait ce tissu métallique qui va envelopper ces volumes et qui va donner ce lien, mais par le vide, par en fait cette enveloppe, qui va donner donc le lien entre les différents éléments constituants du bâtiment. Et ça, c'est un travail que je trouve absolument passionnant. On peut le développer à grande échelle comme ici, mais on peut aussi le développer même dans les aménagements intérieurs des bâtiments. Le fait que les éléments d'architecture ne se touchent pas les uns les autres. C'est-à-dire, si on prend cette salle ici, tous les éléments sont absolument continus. Si je prends le poteau, je monte, je suis au chapiteau, j'ai une pièce de raccord qui me met avec le plafond, je redescends, je me branche sur le balcon. Tout est absolument lié à tout. Ce qui est totalement la culture classique qui se développe jusque, je dirais, au milieu du XXe siècle. À partir du milieu du XXe siècle, les artistes en particulier déclarent l'art mort. On s'est aperçu qu'il n'était pas vraiment mort, loin s'en faut, mais le fait de se mettre dans une posture intellectuelle
qui déclare le champ disciplinaire mort oblige à une régénérescence de ce champ disciplinaire et donc à des attitudes et des relations entre les éléments qui sont différentes. Ici, en architecture, c'est la même chose. L'architecture, je dirais, qui nous a nourris, baignés pendant 2000 ans, aujourd'hui, pour moi, est une architecture qui a disparu. C'est une architecture qui a dans son écriture plus aucune capacité à rendre compte des besoins, des fonctions, des relations avec des choses entre elles. Et donc, il y a petit à petit des systèmes, des perceptions, des organisations, des dispositifs, en un mot, qui vont mettre ensemble des éléments sans pour autant qu'ils se touchent. Et ce non-contact va en fait permettre d'avoir petit à petit une architecture beaucoup plus libre, beaucoup plus mobile, beaucoup plus évolutive, une architecture qui est capable justement de s'adapter, de se transformer et d'une certaine façon de vivre éternellement, tout au moins d'être utilisée de façon universelle et éternelle. Ici, un projet qui est en Corée, ce sera le dernier projet de la soirée, projet important car nous sommes à Séoul, donc dans une ville de 22 millions d'habitants, une ville tout à fait particulière. Ce n'est pas une belle ville, c'est une ville assez étrange, avec la présence du relief et de la topographie extrêmement forte, pour ceux qui connaissent, avec donc des collines qui surgissent dans la ville. Et on n'a pas une vision, je dirais, complète de ce territoire qui est immense, car il y a toujours des silhouettes de collines qui sont présentes. Majoritairement, les constructions ont eu lieu dans les vallées entre les collines, laissant les sommets des collines plutôt verdoyants. Donc on a une espèce de tapis ondulant qui épouse les formes de la ville et qui, je dirais d'une certaine façon, comme une espèce de surface d'eau, vient couler entre le relief. Nous sommes dans la partie nord de Séoul, pas très loin du palais impérial, et il y a 120 ans, une missionnaire, 125 ans maintenant, même 126, puisque c'était les 125 ans l'anniversaire l'année dernière, une missionnaire américaine s'était mise en tête d'éduquer les concubines de l'empereur. Et donc elle a créé une petite école, et cette école est devenue aujourd'hui une des plus importantes universités féminines d'Asie, puisqu'il y a 25 000 étudiantes. On y enseigne toutes les matières, et cette école, évidemment, cette université a historiquement produit toutes les jeunes filles bien élevées, avec une tête bien faite et vierges, évidemment, qui allaient nourrir l'ensemble de la société coréenne pour devenir les dames de la société coréenne. Depuis quelques années, ces jeunes filles sont des jeunes filles modernes et l'université n'est plus ceinturée par des murs. Et donc, lorsqu'elles ont fini de suivre leurs cours, elles n'ont qu'une hâte, c'est celle de s'échapper du campus et d'aller vivre une vie de jeune fille moderne, d'adolescente, en ville. Et cette fuite de la population estudiantine sur le campus est évidemment un problème pour le staff de l'université et pour les chairwomen, puisque ce sont des dames qui constituent le board de l'université. Il y a donc une perte du lien historique entre les étudiantes et l'université de Ewha. Ewha veut dire feuille de poirier en coréen. Et pour retrouver ce lien ou le reconstituer, ce qui constitue, c'est une université chrétienne. Chrétienne, ça ne veut pas dire catholique. Chrétienne, en Asie, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Il y a au moins il y a une dimension plutôt protestante, avec une dose aussi de chamanisme. Enfin, c'est quelque chose qui est assez complexe. Toujours est-il, on n'est pas dépaysé lorsqu'il y a les inaugurations et lorsqu'il y a les chants, on s'y retrouve assez bien. Mais l'idée, en fait, de cette université chrétienne, c'est de
d'avoir des racines et aussi de développer une éducation qui est liée donc à des racines qui sont les racines de ce peuple et de ce pays. Et donc le fait qu'il y ait dissolution physique et disparition des étudiantes sur l'ensemble du territoire de la métropole de Séoul, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une perte qui n'est pas seulement une perte psychologique, culturelle, mais qui est aussi une perte en termes d'image, car ces universités sont des universités payantes, elles sont chères, elles sont privées, et donc il y a une concurrence, comme vous le savez, extrêmement forte entre ces différents établissements. Et le fait d'offrir une spécificité, un caractère, une histoire, une origine, est un élément qui est important en Europe, ça nous le savons tous, mais encore plus important évidemment en Asie, dans les pays émergents. Et donc, elles ont imaginé, et c'est là où elles sont absolument géniales, elles ont imaginé qu'il fallait retrouver de façon ouverte un nouveau lieu central qui créerait la nouvelle identité du campus de l'université de Ewha. Et donc, elles ont lancé un concours international pour offrir la matérialisation, d'une centaine de milliers de mètres carrés de services uniquement dédiés aux étudiantes. C'est-à-dire que ce projet, qui est un projet important en dimension, est un projet dans lequel il n'y a pas de salle de cours. Il y a des boutiques, il y a des chapelles, il y a des cinémas, des théâtres, bibliothèques, des fitness, des restaurants. Il y a 200 salles pour les 200 associations qui sont gérées par les étudiantes de l'université, des laboratoires de langue, etc. C'est donc en fait d'introduire dans l'université les fonctions, les usages que les étudiantes vont chercher dans la ville de façon, je dirais, plus éparpillée. Et donc de recentrer et de trouver ce lien, ce trait d'union, ce lien entre l'université et la ville. Et vous avez donc, entre autres, vous voyez les origines bostoniennes, où on retrouve des architectures que l'on voit sur les campus de la Nouvelle-Angleterre. Et donc nous avons imaginé non pas de construire 1, 2, 3 nouveaux pavillons d'entrée, mais plutôt de reconstruire la topographie originelle, où on retrouve ici les pentes de la colline qui continue comme ceci et qui va culminer ici, même ça monte encore un petit peu plus derrière, et qui constitue l'adossement du campus universitaire. Et c'est un projet où, disons, la proposition que j'ai faite était une proposition avec 300% de risque, car en Asie, proposer un projet qu'on ne voit pas, c'est ne vraiment pas avoir compris le film, puisque en Asie, les projets qui fonctionnent, qui marchent, qui ont du succès, ce sont les projets qui sont gros, qui sont hauts, qui brillent, il y a du volume, on en a plein les mains, on en a plein les yeux, et donc il y a une espèce de recherche, d'achat d'un projet extrêmement présent, extrêmement encombrant, alors que là, en fait, le développement du projet est un développement qui efface le projet architectural pour mettre en scène et mettre en œuvre la construction d'un paysage. Et pour cela, il faut beaucoup de moyens d'ingénierie, beaucoup de moyens techniques, car il faut faire un grand trou, un très grand trou, et dans ce trou, on va petit à petit construire les différents espaces, les différents lieux qui vont constituer ce nouveau, si on peut dire, lieu d'entrée de l'université. Et donc, on a, comme vous le voyez ici, reconstitué le relief et surtout, nous sommes dans la terre. Et donc, à l'époque, on n'a pas du tout d'ailleurs gagné pour cette raison. À l'époque, il y a 7 ans, à peu près 7-8 ans, ça n'intéressait en Asie tout au moins absolument personne, la question des économies d'énergie et le développement durable. Mais en fait, ce projet qu'on a développé d'ailleurs avec des ingénieurs allemands est un projet extrêmement passif du point de vue de l'énergie, puisqu'il est incrusté dans le sol et on utilise le long des bâtiments
un système de pluie canadien qui permet de refroidir l'air lorsque l'air va descendre le long des parois pendant l'été et on va le réinsuffler à l'intérieur du bâtiment, ou bien au contraire pendant l'hiver, comme vous le voyez ici, on va donc plutôt réchauffer l'air et l'insuffler là aussi en partie basse dans les différents espaces du campus center de l'université. Donc il y a finalement une économie réelle, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prévisions étaient à peu près, en termes de dépenses, de 2,5 millions de dollars de factures d'énergie par an, et elles dépensent à peine 1 million. Donc il y a une réelle économie, et aussi on a le sentiment d'un environnement, ou tout au moins d'un air, qui est un air qui n'est pas traité, trafiqué et pulsé ou soufflé, ressoufflé. Et on a donc une espèce de forme de plaisir, de douceur, à être, de par la qualité de l'air, à être à l'intérieur de ces bâtiments. Sentiment aussi évidemment de protection, puisque nous sommes donc sous ces jardins qui aujourd'hui sont devenus encore plus importants, comme vous pouvez l'imaginer. Les rambardes ont complètement disparu dans la végétation. Et on a donc beaucoup travaillé avec les jardiniers de l'université. On a d'abord beaucoup travaillé pour convaincre le staff de l'université de ne pas construire un jardin à la française, car elle rêvait d'un jardin à la française, et nous, notre intention était exactement opposée. Nous rêvions de reconstituer le parc environnant, et donc de travailler avec les jardiniers de l'université pour qu'il n'y ait pas justement l'apparition d'un élément qui n'a pas comment dirais-je, de contextualité par rapport au lieu. Alors là, vous êtes en train de vous balader sur le toit, et il y a ce travail donc d'apparence, comment dirais-je, très solide. C'est le cas d'ailleurs. Les façades sont furieusement solides, car les essais, et vous le savez, en Asie, sont des essais de résistance au typhon, donc à peu près 3 à 4 fois supérieures aux résistances que nous connaissons en Europe, donc, mais solides en termes d'apparence, comme on le voyait ici, avec l'ensemble des raidisseurs métalliques sur l'extérieur, et qui crée une forme d'opacité lorsqu'on a l'enfilade de cette vallée. Et par contre, lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on voit qu'il y a évidemment que des surfaces vitrées, des transparences aussi au travers des bâtiments, entre ce qui existe ici et puis les nouveaux espaces. Donc un lieu qui est en fait un lieu qui est absolument confortable, fluide et aéré, alors qu'il est creusé sur une vingtaine de mètres de profondeur, avec là aussi des jeux de profondeur entre les salles qui se trouvent près des coursives le long de la vallée, et d'autres salles qui se trouvent plus en profondeur, avec un travail aussi de brouillage d'images avec des sérigraphies sur les vitrages, de façon à ce qu'on n'ait pas le sentiment, on ait le sentiment d'une profondeur, d'une longueur, si je puis dire, d'une épaisseur dans le bâtiment, sans pour autant avoir le sentiment d'être dans un bâtiment complètement enterré. Et donc, il n'y a pas du tout de perception de ce sentiment il n'y a pas du tout de sentiment de claustrophobie. Au contraire, on croit même, on a cherché à le faire, c'était un petit peu plus compliqué, et donc on n'a pas abouti, mais on pense même, lorsqu'on arrive, parce que c'est l'entrée de l'université ici, on pense que en fait, cette vallée est bien le cœur, le lien qui va permettre d'aller, en entrant par ici jusqu'à ce bâtiment, en entrant par là, d'aller à celui-ci, en entrant par ici, d'aller à celui-là, donc comme une espèce d'araignée, comme une espèce de réseau de liaison entre les bâtiments eux-mêmes, et comme quoi, en fait, l'absence ici, la présence du vide est le liant des architectures, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer. Il y a une vraie force, je dirais, du point de vue du sentiment et de l'émotion de cette présence du vide. Et je pense que c'est là aussi un des éléments qui fait partie justement de cette
nouvelle matérialité, si on peut dire, ou cette matérialité pas nouvelle mais différente de l'architecture, capable de transformer les lieux, capable d'organiser justement nos métropoles ou nos villes en métropole, car une métropole n'est pas une ville. Une métropole, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'espaces vides, justement, qui assemblent des territoires qui sont des territoires de différence, de nature, de différence sociale, de différence économique, évidemment. Et donc, c'est ce travail sur le paysage, cette relation entre l'architecture et le paysage, qui, de mon point de vue, est un vrai terrain de jeu, un vrai terrain de recherche. Et d'ailleurs, je vais l'année prochaine enseigner à Lausanne sur la question du souterrain, justement pour intensifier la métropole au travers des racines et des parties incrustées dans le sol, des parties souterraines de la métropole, comme quoi il y a des projets qui consistent à surélever les bâtiments de 2 étages. Eh bien, nous allons essayer d'aller dans l'autre direction, c'est-à-dire de creuser un peu plus profondément les bases de nos bâtiments et rêvons d'appartements dans lesquels, ou de bâtiments plus exactement, dans lesquels on pourrait habiter et on pourrait utiliser l'ascenseur pour aller au moins 8, au moins 10, au moins 12. Et là, on trouverait des nappes phréatiques qui seraient des piscines naturelles en bas de chez soi. Donc finalement, le futur n'est que du bonheur. Merci.